Voilà. Tout le monde est là? Oui, Oui, Parce que finalement, je n'ai qu'une seule personne. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Des moments, j'ai tout le monde, puis il y a des moments, je ne maîtrise pas du tout le truc. Voilà, donc merci à vous de vous être inscrits et connectés pour ces 3 quarts d'heure où on va parler du futur rapport durable, mais surtout sur le comment faire et comment s'organiser. Donc, un petit peu rapidement, parce que en fait, si on veut vraiment approfondir, bien 10 jours de formation, c'est pas trop. Et donc, alors attendez, excusez-moi 2 petites secondes. Voilà, si ça veut bien s'enclencher. Voilà. Et donc, je vous propose de faire un rapide aperçu, de ce qui conviendrait de faire, tout au long de cette année, si vous êtes concerné par, un démarrage en 2024 ou bien, les années suivantes si vous êtes concerné, à partir de 2025 et puis éventuellement si c'est une mise en place, volontaire. Ça ne change pas la méthodologie. Donc juste un petit rappel du quand et qui. Donc, en fait, 2024, pour les comptes 2024 qui sont publiés en 2025, pour les entreprises de plus de 500 personnes cotées, c'est-à-dire celles qui établissaient déjà une déclaration de performance extra-financière. Les comptes 2025 publiés en 2026, c'est-à-dire dans un an, pour les entreprises de plus de 250 personnes, avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions et un bas de bilan de 40 millions. L'inverse, je ne sais plus. Ensuite, les comptes 2026 publiés en 2027 pour les entreprises de plus de 10 personnes qui sont cotées, avec un report possible de 2 années, c'est-à-dire jusqu'en 2028. Et puis les comptes 2028 publiés en 2029 pour les filiales d'entreprises non européennes installées en Europe qui font donc plus de 150 millions de chiffre d'affaires en Europe. Et après, vous avez les démarches volontaires pour les micros, les TPE, les PME, donc de 1 à 250 personnes, avec une norme de publication volontaire pour lequel il y a un brouillon qui a été publié il y a quelques semaines. Et on aura la version alors remâchée au cours du mois de mars, je crois, 2024, et une publication définitive, a priori, à mi-année, vers le mois de juin. Donc, voilà pour ce qui est du quand et du pour qui. Voilà, donc maintenant il faut s'y mettre, sachant que la préparation, c'est extrêmement long. Et donc je vous propose les étapes suivantes. D'abord, l'idée, c'est quand même d'aller approfondir ce qu'il y a dans les textes et leur structure. C'est quand même assez riche, ça se fait en plusieurs étapes, de façon à pouvoir intégrer petit à petit, et à manger véritablement, tout cet ces énormes textes. Donc il y a la CSRD elle-même, qui est le règlement européen qui a été publié le 14 décembre, donc il y a juste un an, 2023. Et cette CSRD, elle modifie 4, donc il y a 7 articles, mais enfin grosso modo 4. Les 3 autres, ce sont des articles pour dire, bah, c'est en application à telle date et on va le retravailler à telle date. Et puis les États vont retranscrire dans leur propre législation avant telle date. Donc comme vous le savez, la France, elle a retranscrit premier pays européen à le faire, et ça a été publié le 6 novembre dans un texte qui reprend exactement ce qui est écrit dans la CSRD. Et ça va transformer le contrôle légal des comptes, la façon dont on présente les états financiers annuels et les reports, et puis dont on va contrôler les comptes en question. Donc ça organise le métier de commissaire aux comptes à nouveau. Alors quand on dit que ça transforme, en réalité, tout simplement, ça ajoute cette notion de rapport durable à toutes les obligations qui existent, puisque le rapport durable va être ajouté au rapport de gestion classique de l'entreprise. C'est une section à l'intérieur de ça, donc publié au greffe. Mais en plus de cette publication au greffe, il y a un aspect numérique, puisque les informations vont devoir être présentées sous une certaine forme, dans un schéma bien précis, et être entrées dans ce nouveau format qui s'appelle l'ESAP. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, enfin eux c'est comme européen, etc. De façon à ce que toutes les informations de toutes les entreprises européennes qui vont publier soient dans une base de données énorme qui va pouvoir permettre la comparabilité des données, etc.
et leur transparence, leur publication et rendre ainsi, on va avoir une base de données extraordinaire pour orienter, ou accentuer certaines manœuvres pour rendre, eh bien, l'Europe, beaucoup plus vertueuse. Donc alors tout ça, ça donne un cadre. Maintenant, comment est-ce qu'on va, procéder? Eh bien, l'Europe a donné à une association qui s'appelle l'EFRAG, qui a l'habitude de publier, ce genre de normes, les normes qui vont encadrer, la façon dont le rapport durable doit être publié, et ces 12 normes, c'est vraiment le comment. C'est extrêmement détaillé, c'est très, très fouillé, il y a plein de tableaux de synthèse et cetera, des ratios, les indicateurs sont déjà présentés et c'est relativement clair. La rédaction est pas toujours au top, il faut quelquefois, bien se pencher et relire, pour comprendre l'esprit. Mais, grosso modo, enfin, en tout cas, tout est détaillé dedans. Donc, il y a 12 normes. La première, la norme ESR1, SRS1 décrit les principes de base et un peu l'état d'esprit de ce que doit être, cette norme, avec notamment le fondement, la base principale, les piliers du rapport durable qui va être l'analyse de double matérialité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Double matérialité. Matérialité, ça veut dire c'est ce qui est matériel, traduction mauvaise de l'anglais, c'est-à-dire ce qui est tangible, ce qui est important. Souvent la norme traduit ce mot de matériel par important, c'est-à-dire tout ce qui est significatif. Et donc on va quand même pas s'attarder à des petits détails. Mais tout ce qui est significatif pour, l'entreprise, eh bien, doit être pris en compte. Ensuite, le SRS 2 va donner la structure, grosso modo, du rapport durable, et les 10 autres normes concernent des points particuliers, 5 qui concernent les questions environnementales, donc le climat, la pollution, l'eau et les ressources marines, la biodiversité et les écosystèmes, et l'économie circulaire et les ressources. 2 qui vont concerner le social, c'est-à-dire le social dans l'entreprise, que ce soit les salariés avec des contrats, classiques, CDI, CDD, ou bien un temps partiel et cetera, tout ce qu'on peut imaginer comme type de contrat avec l'entreprise, mais aussi les travailleurs indépendants et aussi, tout ce qui est intérimaire, c'est-à-dire tout ce qui va travailler dans l'entreprise. Mais on va aller chercher le social aussi dans le SRS S2 de la chaîne de valeur, puisqu'il ne s'agit pas de travailler uniquement sur ce que fait l'entreprise, sur ses impacts, mais aussi tout ce qu'elle va intégrer comme impact venant de ses fournisseurs, de ses sous-traitants, et intégrer aussi les impacts qui proviennent des consommateurs, du système de distribution. Imaginons, une entreprise qui fabrique des jouets dans lequel on va utiliser des piles électriques ou qu'il faut brancher et cetera. Il y a bien des impacts qui sont générés par l'usage des produits qu'elle va distribuer. Ensuite, 2 autres aspects importants, c'est ce qu'on appelle les communautés affectées, c'est-à-dire tout ce qui l'entoure. Imaginons, une entreprise qui va rejeter dans des rivières, des déchets et cetera. L'eau qui est utilisée par les habitants, les personnes qui vivent autour de ces rivières sont impactées par les pollutions provoquées. Donc c'est toutes ces elle va devoir analyser tout ce qui va affecter ce qui l'entoure. Et idem pour les consommateurs et usagers finaux. Et puis enfin, la norme G1 qui concerne la conduite des affaires, c'est-à-dire tout ce qui va concerner, les questions de corruption notamment, et puis, les relations avec, les personnes avec qui elle est en affaires, c'est-à-dire les fournisseurs, savoir si elle, notamment si elle, il existe bien des contrats, si les contrats sont respectés, que les fournisseurs sont payés, dans les temps voulus et prévus au contrat et cetera. Donc une bonne conduite des affaires. Toutes les questions, de gouvernance sont traitées dans la norme, ESRS 2 où il y a 5 aspects qui vont traiter des questions de la gouvernance qui sont très importantes, et la gouvernance est extrêmement impliquée dans, le rapport durable. Ensuite, vous avez un autre aspect à ne pas négliger qui est la taxonomie, puisque, vous savez que les entreprises, notamment, par rapport au Pacte vert et aux orientations que donne ce Pacte vert, l'entreprise doit, répondre à 3 indicateurs
qui tournent autour des questions ESG, c'est-à-dire environnementales, sociales et de gouvernance, qui permettent aux investisseurs, aux banquiers, d'orienter les financements vers tout ce qui est vert, VERT cette fois. Et donc, cette taxonomie, on va pas rentrer dans les détails là, une fois qu'on a compris, qui est assez facile à comprendre, hem, son ambition, c'est de faire en sorte que c'est les 3 indicateurs, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'entreprise, les dépenses de l'entreprise et ses investissements. On fasse la distinction entre ces 3 points-là qui sont verts et ceux qui ne le sont pas. L'entreprise annonce, les informations et au fur et à mesure du temps, on mesure les évolutions entre ce chiffre d'affaires vert et celui qui ne l'est pas. L'idée, l'ambition étant qu'à terme, tout le chiffre d'affaires est basculé. On va donner comme l'exemple très facile, puisqu'ils en parlent beaucoup, c'est Decathlon, puisque Decathlon annonce qu'aujourd'hui, son chiffre d'affaires vert, c'est 5% et qu'ils veulent, à horizon de 2025, que ce chiffre d'affaires devienne vert à hauteur de 15%. Donc, ils transforment certaines façons d'utiliser les biens, en passant par la location, par exemple, et en changeant les ressources, puisqu'il y a énormément de plastique dans ce qu'ils produisent. Et donc, ils sont en train de modifier tout ça. Et ensuite, en lien direct avec la taxonomie, c'est la SFRD, puisque ce sont les besoins des banquiers et des investisseurs qui, en 2019, ont été traduits dans ce règlement européen-là. Donc, il y a des liens dans la CSRD, enfin, notamment dans les normes plutôt. SRS 2, il y a des tableaux qui font les liens avec ce que demande la SFRD, mais voilà, on n'a pas besoin d'aller aussi se plonger vraiment dans ces textes. Les liens sont donnés, et puis grosso modo, ce lien-là passe à travers la taxonomie. Ce que je n'ai pas indiqué sur la taxonomie, c'est qu'on ne fait pas un pénultième rapport pour présenter les 3 indicateurs en question, mais il est prévu dans les différents. Alors la taxonomie, ça va concerner uniquement les aspects environnementaux. Donc c'est vu dans les normes E1 à E5, climat, pollution, etc. Vous voyez la liste au-dessus. Et en fait, il y a un petit paragraphe à chaque fois où les informations sortant de la taxonomie, provenant de la taxonomie, sont déclarées dans ces normes-là, à ce stade-là. De la même façon que le bilan carbone de l'entreprise est présenté dans la partie climat de l'ESRS E1. Et donc, ça veut dire aussi, puisque les informations qui sont demandées sont du bilan carbone doivent être présentées dans la partie E1 climat, ça veut dire que l'entreprise aujourd'hui, eh bien, il faut qu'elle fasse un bilan carbone. Et le bilan carbone qui était réservé aux entreprises de plus de 500 personnes va donc, en 2025, passer au niveau des entreprises de plus de 250 personnes. Voilà, encore un travail en plus, mais ça permet d'y voir vraiment clair. Et dernier aspect, c'est le devoir de vigilance, qui est le soubassement du rapport durable. C'est-à-dire que l'analyse de matérialité dont on a parlé tout à l'heure, où on va déterminer ce qui est significatif dans l'entreprise, d'une part au niveau de ses impacts importés et ses impacts exportés en matière environnementale et sociale, elle doit aussi les regarder en matière financière. Et toutes ces analyses-là sont faites au regard des droits de l'homme, c'est-à-dire de la norme CS, devoir de diligence, hein, c'est Due Diligence Directive, donc qui était sous forme provisoire jusqu'à il y a quelques jours et qui a été votée en fin de semaine dernière, mais qui reprend les principes de base de l'ONU, les principes de base de l'OCDE et les principes de base de l'Organisation internationale du travail, chose si vous tapez ces termes-là et vous les récupérez sur internet extrêmement facilement. Mais je les ai mis aussi dans la formation si vous y êtes, enfin dans mon calendrier de l'Avent 2023, si vous y êtes inscrit, j'ai mis les liens. Donc ces textes-là sont fondamentaux. Ils sont rappelés dans le SRS 1
où on détaille comment on doit procéder à une analyse de matérialité, etc. Et puis, c'est rappelé aussi dans la taxonomie et c'est rappelé aussi dans la SFRD. Donc, c'est vraiment le soubassement général de tous ces points. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Vous mettez vos micros si vous voulez exprimer quelque chose. C'est bon pour vous? Oui. Oui, c'est Merci. bon. Donc, oui, donc si c'est bon, je continue. Voilà, donc pour ce qui est des textes et de leur structure, moi, je vais avoir des formations aussi qui vont détailler, je propose des formations qui vont détailler tous ces aspects de façon à rentrer dedans petit à petit parce que il faut se donner des respirations pour aborder tout ça, même si c'est très, très bien mâché. Alors, comment, une fois qu'on s'est imprégné de ces textes, on ne peut pas tout voir, hein, de toute façon, donc il faut s'en imprégner, puis après commencer à avancer. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà après cette première étape, rechercher les informations qui sont déjà disponibles dans l'entreprise. Donc, dans les précédents reportings de durabilité, si c'est le cas, sachant que, moi, je ne veux absolument pas dire qu'une DPEF, c'est enfin, un rapport durable, c'est une autre forme de DPEF, ça n'a strictement rien à voir. La, le rapport durable tel qu'il est conçu, c'est d'abord quelque chose de prospectif. Ce n'est pas du tout comme un rapport de gestion d'entreprise qui regarde le passé et qui analyse l'entreprise à un instant T. Là, on est bien dans quelque chose de prospectif. Et il y a donc des tas d'informations quand même qui sont disponibles dans l'entreprise, même si on vous en demande beaucoup. Donc, dans le DPEF, il y a plein d'infos. Le DPEF, c'est 14 items, 8 en grosso modo sur les questions environnementales et 8 sur les questions, enfin pas 8, 7 et 7, 14. 7 sur les questions environnementales, 7 sur les questions sociales. Donc il y a déjà plein d'infos là-dedans. Si votre entreprise répond à la demande de base de données économiques, sociales, environnementales, eh bien, vous avez plein d'informations là-dedans aussi, sachant qu'il y a très peu d'entreprises qui répondent à l'obligation, mais il y en a déjà. Si votre entreprise répond à des labels ou des référentiels comme l'ISO 26000, alors l'ISO 26000 n'est pas une norme certifiante, mais il y a des entreprises privées qui ont produit des labels comme Lucie 26000 ou Engagé RSE, qui sont les normes qui sont basées sur Engagé RSE, pardon, c'est l'AFNOR. Lucie 26000, c'est l'agence Lucie. Et toutes les deux ont produit des normes, des labels certifiants basés sur l'ISO 26000. Il y a aussi Bicorp, qui est un autre label qui permet de raisonner vraiment de façon fort avancée sur ces domaines-là. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Vous avez le système EcoVadis, qui n'est pas du tout une norme, qui est juste un référentiel, mais de plus en plus d'entreprises le fait par rapport à ses sous-traitants. Pardon. Vous pouvez aussi avoir divers labels spécifiques métiers ou par outils, etc. Donc ça, vous avez forcément plein d'informations dedans. Vous pouvez avoir aussi des certifications comme l'ISO basé sur l'ISO 9001, l'ISO 14000, les ISO 50000 sur l'énergie. Et si vous avez déjà fait votre bilan carbone, vous avez déjà pratiquement toutes les informations qui sont nécessaires pour la norme ESRS E1. Vous avez déjà plein d'informations. Donc, plus d'autres choses que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Donc déjà, faites le point là-dessus dans une première étape. Ensuite, vous allez lister vos activités et vraiment cartographier, j'aurais mieux fait de mettre le mot cartographier au lieu de mettre le mot dessiner, les circuits d'entreprise et les process. Mais aussi en parallèle, analyser vos chaînes de valeur. Les chaînes de valeur amont, les chaînes de valeur aval, c'est-à-dire tous ceux avec qui vous travaillez, tous vos fournisseurs, vos sous-traitants et les sous-traitants des sous-traitants. Imaginons que vous soyez un maroquinier qui achète du cuir. Dans votre entreprise, vous achetez du cuir qui est magnifique, etc. Vous allez le travailler.
Mais pour utiliser ce cuir, vous n'avez pas d'impact négatif dessus. Mais votre fournisseur, le tanneur qui a fabriqué le cuir, lui, il a des impacts négatifs parce que fabriquer du cuir, ça utilise beaucoup d'eau, ça pollue beaucoup d'eau, ça utilise beaucoup de produits chimiques, donc polluants. Et comment sont-ils traités? Et donc, en achetant ce cuir magnifique, vous-même, vous ne polluez pas, mais votre tanneur l'a fait. Donc, il va falloir travailler avec lui de façon à ce qu'il devienne vertueux. Et l'idée, c'est de l'accompagner dans sa démarche. Et ça va être ça la démarche responsable. De façon à ce que vous, dans vos indicateurs, eh bien, vous puissiez mettre des indicateurs qui vont devenir positifs. Parce que comme vous allez devoir mettre les indicateurs de la personne avec qui vous travaillez très en amont, eh bien, vos indicateurs seront négatifs. Donc, il va falloir l'aider à travailler pour devenir vertueux. Donc, il va falloir fabriquer repérer toutes ces parties prenantes, repérer bien repérer toutes vos activités, toutes vos chaînes de valeur et dessiner ainsi, cartographier les circuits pour les rendre un peu plus palpables et pouvoir s'y retrouver et ne rien oublier. Donc ça, c'est la méthodologie à utiliser. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non, c'est bon. Je Bah, continue. écoutez, la Donc méthode, oui, c'est ça, la méthodologie, c'est facile, mais quand on est dans l'action, enfin, me concernant en tout cas, c'est un peu plus complexe. oui, évidemment. Bien sûr, là, c'est tout simplifié parce que, voilà, pour la pédagogie. Mais, avant de dire: «Faites la liste de vos chaînes de va» enfin, de la chaîne de valeur, c'est surtout des chaînes de valeur. Donc il faut aller repérer les chaînes de valeur et faire une cartographie et les activités et puis faire une cartographie par type d'activité et même à l'intérieur d'une activité, vous pouvez avoir plusieurs chaînes de valeur. Et donc, il s'agit d'aller cartographier ça et puis de serrer les systèmes, enfin les organisations pour pouvoir travailler système par système. Tout à fait. C'est une véritable gestion de projet, hein, véritable gestion de projet. Donc voilà pour cet aspect-là. Et puis, est-ce que j'ai parlé des parties? Ah non, j'en parle après, les parties prenantes. Et puis vous allez là, on va rentrer réfléchir à la construction de votre matrice de matérialité étape par étape. La première étape, c'est franchement d'abandonner Excel, si vous ne l'avez pas déjà fait et d'utiliser un outil de traitement des données spécifique pour, vous permettre d'élaborer votre chaîne de votre rapport durable. Et si cet outil est bien fait, en amont, avant d'arriver au produit final qui va être de produire votre rapport durable, aussi bien, on va dire, papier, c'est-à-dire accessible sur internet, évidemment, il n'est pas papier, mais il va être aussi, pas simplement dématérialisé, mais accessible au plan numérique pour répondre à la loi qui est de pouvoir le publier sur le système ESAP, en European, voilà, je vous ai donné le nom exact de cet outil dans la formation. Donc vous allez choisir votre outil et cet outil, en amont, doit vous permettre de gérer les cartographies, de gérer toutes les chaînes de valeur, de repérer vos parties prenantes et de pouvoir aussi conserver l'information et tous les échanges que vous aurez avec. Ensuite, vous allez passer en revue les fameux 1178 points de données au regard de votre organisation. Donc, vous savez qu'à travers tout ce qui est demandé, à travers les 12 normes, l'EFRAG a eu la très bonne idée de produire, alors c'est un simple tableau Excel, mais ça rend service à tout le monde et ça même simplifie, je trouve, l'approche de ces données. Donc, de les passer en revue une première fois, parce que, vous allez forcément dans votre organisation par rapport à votre métier, il y en a forcément dedans qui ne sont pas, pour lesquels vous n'êtes pas du tout concerné. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais, vous pouvez très bien, de facto, dire que l'eau n'est pas un point essentiel pour vous, par exemple.
C'est plus difficile de dire ça pour le climat, à tel point que le législateur a prévu que si donc lorsque l'on omet un de ces 1178 points, on n'est pas forcément obligé de le justifier. Il vaut mieux l'expliquer, mais c'est tout, on l'accepte et c'est en soi. Mais si vous dites qu'un point climat, concernant le climat, pour le climat, vous n'êtes pas concerné, à ce moment-là, il faut vraiment justifier. Parce qu'une entreprise qui n'a pas de clients qui se déplacent en voiture, qui a des équipes qui n'utilisent pas de véhicules ou pas d'avion ou pas le train, bref, qui n'émet pas d'émissions de gaz à effet de serre, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, si une entreprise annonce qu'elle n'est pas concernée par les questions du climat, là, elle doit se justifier en large et en travers. Et Moi, avant, s'il vous plaît, pardon, désolée si je peux me permettre. je vous en prie. Est-ce qu'on doit faire le listing, enfin bon, il n'y en a pas des masses non plus, mais est-ce qu'on doit faire la liste de tous les points qui ne nous concernent pas? On doit Alors, la vraiment liste, les citer? oui, alors la liste des 1178 points, elle est là. Donc, oui, alors Elle il est faut la là, passer en revue, tout à totalement. fait. Et en face, tous ceux déjà, avant même de parler avec les parties prenantes, il y en a qui, d'évidence, ne le seront pas. Donc, vous les éliminez, déjà. Mais vous le notez sur la liste que vous les avez éliminés. Et la liste, vous la laissez entière. D'accord. Voilà. Parce que ce qui va se passer à la fin, c'est que l'auditeur, le commissaire aux comptes, c'est la base de son travail. Lui, il va regarder ce que vous avez omis. Donc lui, il va se reprendre aussi les 1178 points. Il connaît bien votre entreprise, il a compris votre cartographie et vos chaînes de valeur, et il va regarder de son côté ce que vous avez omis. Et puis si quelque part, il y en a une, ça ne lui semble pas logique, il va vous interroger dessus. Voilà. Donc il faut conserver l'information. C'est très important. Et puis, mais vous avez parfaitement le droit d'omettre, hein. Il y a pas de c'est l'entreprise qui décide de ce qu'elle omet ou pas. Mais là où il faut faire attention, alors avant que je complète la réponse à la question, et je vais la compléter en parlant des parties prenantes, il faut que vous engagiez vos équipes et les sensibiliser. Parce que vous allez avoir des tas d'interlocuteurs dans votre entreprise qui vont vous donner des informations. Donc, il va falloir que vous les informiez de ce qui se passe et de leur donner un peu une idée des périmètres en fonction du niveau d'information qu'elles détiennent et la façon dont vous allez les impliquer. Parce que, évidemment, toutes les équipes de direction sont impliquées là-dedans. Vous avez un certain nombre de cadres, ingénieurs, etc., qui vont vous apporter des informations. Vous avez toutes les personnes qui gèrent les ressources humaines sont complètement impliquées là-dedans. Donc, tous ces gens-là, il va falloir les informer. Alors peut-être, une des idées, ce serait de mettre en place une conférence qui va informer tout le monde. Ensuite, de mettre en place des webinaires de sensibilisation à un certain degré pour dire, ben voilà, on va parler de ça, on va travailler là-dessus, on va avoir besoin de vous pour que vous nous répondiez à certains questionnaires, etc. Et puis, véritablement former les interlocuteurs au plus près des normes par rapport à leurs différents sujets. Par exemple, l'équipe de recherche et développement, elle sera sûrement très impliquée au regard de la norme ESRS E5 qui va concerner les ressources et puis l'économie circulaire. Puisqu'il va falloir réfléchir à la façon dont peut-être les biens sont traités et la façon dont ils sont produits dans toute l'économie circulaire. Donc ça, c'est un point aussi important. En fait, le point 1, le point 2, le point 3, ils se font un petit peu en parallèle. Voilà. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie de temps. Il faut regarder les 3 aspects en parallèle. Et puis, quand vous êtes un petit peu avancé, vous allez donc déterminer les parties prenantes qui vont travailler avec vous, puisque la matrice de matérialité et le rapport durable ne se fait pas tout seul dans son coin. On ne peut plus avancer tout seul. Il faut que vous avanciez avec les gens avec qui vous travaillez. Donc, vous allez repérer les parties prenantes qui sont en interne. Les 3 principales, évidemment, c'est les clients, les fournisseurs et les collaborateurs. Et puis, à l'intérieur de cette liste, et donc ça peut être aussi des fournisseurs, hein, il faut des clients. Imaginons que ce soit une entreprise de franchise, elle va travailler avec ses franchiseurs qui eux-mêmes travaillent avec les clients finaux. Donc il y a peut-être tout ça à mettre dans la liste.
Donc, on va hiérarchiser tout ça et regarder, c'est toujours la loi un peu des 20-80, ceux qui sont importants, significatifs, ou ceux qui le sont moins. Et vous allez prendre contact avec vos parties prenantes, leur envoyer des questionnaires de façon à pouvoir répondre à ce que vous souhaitez et puis à ce dont vous avez besoin pour faire avancer votre entreprise. C'est toujours pareil, dans cette ligne beaucoup plus vertueuse, etc., etc. Et puis, traiter les questionnaires et aboutir à créer le dialogue avec elles pour pouvoir avancer. Donc, le dialogue, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec mon exemple de teinturier de tanneurs et de maroquiniers qui vont devoir travailler ensemble beaucoup plus avant et de voir comment s'améliorer l'un et l'autre. Voilà, il ne s'agit pas de dire bah, moi je ne travaille plus avec vous, je vais chez l'autre tanneur parce que lui il est bien. Non, non, il s'agit de faire avancer le schmilblick parce qu'il s'agit aussi de préserver les emplois. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de tout casser. Au contraire, il faut agir dans une chose vertueuse. Et à partir de là, vous allez identifier tous les impacts en parallèle plutôt importés dans l'entreprise ou exportés de l'entreprise, c'est-à-dire les impacts environnementaux et sociaux dont on a parlé depuis tout à l'heure. La CSRD vous aide énormément, enfin pas la CSRD, les normes, pardon, vous aident énormément, et les 1178 points de données en question. En fait, ces 1178 points de données vous listent une grosse partie des impacts. Et après, évidemment, en fonction de vos métiers, etc., vous allez rajouter vos éléments propres. Sachant que vous allez être aidé aussi par les normes sectorielles qui seront publiées, enfin, il y en a 41, elles vont commencer à être publiées à partir du mois de juin. Donc, en fonction des métiers, on pourra se référer aussi à ces normes sectorielles. Tout ça, c'est fait non pas pour mettre des contraintes, mais pour aider à la structure. Et en parallèle des impacts importés-exportés, on va les regarder en matière financière, les risques et les opportunités qui existent à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Sachant qu'on peut avoir des impacts matériels, environnementaux ou sociaux qui peuvent ne pas avoir, il peut ne pas y avoir d'impact en matière financière. Par exemple, je reviens à mon exemple de tanneur et de maroquinier. Le traitement de l'eau et le traitement des produits chimiques, ce n'est pas du tout un problème financier pour le maroquinier. Par contre, ça va l'être pour le sous-traitant. Sauf si le sous-traitant est obligé d'augmenter ses tarifs pour pouvoir vendre les produits dans de meilleures conditions. Dans ce cas-là, ça va avoir un impact pour le maroquinier. Inversement, on peut très bien avoir le risque financier que je viens de vous énoncer, d'avoir des tarifs qui vont augmenter parce que le traitement des produits entraîne peut-être pas forcément un coût final augmenté, mais en tout cas des investissements au départ. Donc, il va falloir trouver le moyen de financer. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un plus, parce que c'est les deux qu'il faut prendre en compte, c'est ce fameux double. Et puis, c'est et ou. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des impacts d'un côté qui n'ont pas de questions financières de l'autre, et puis chez l'un ou chez l'autre, et des risques financiers qui existent d'un côté, mais qui n'existent pas de l'autre. Donc c'est presque non pas une carte de double, mais de quadruple matérialité. Les impacts sont importés, sont exportés, et les risques financiers, c'est la même chose. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cet aspect-là, qui est fondamental, c'est ce qui fonde le rapport durable. Parce qu'une fois que vous avez décidé de ce qui est matériel, eh bien vous avez diminué, vous n'avez plus 1178 points de données, il vous en reste peut-être 500 ou 600. Et imaginons une entreprise qui n'ait aucun point important, il va lui en rester 210 au final, auquel il faut répondre. Donc voilà le point important. Et donc construire la matrice, en fait, au final, on va obtenir cet aspect-là. Je ne vais pas m'attarder dessus puisque c'est ce que je viens de vous décrire. Et vous aurez la matérialité financière, par exemple, pour les abscisses, la matérialité d'impact, j'ai des petits mots qui ont été un petit peu effacés, là c'est la matérialité d'impact pour les ordonnées, en mettant, donc plus ça va vers la pointe, plus c'est important.
Et à ce moment-là, les petites flèches, les petites étoiles, pardon, qui vont rester un petit peu dans le blanc ou dans le bleu ciel, on n'aura pas besoin de les traiter. Mais par contre, donc les 1, 2, 3, les petits 2, les petits 3 que j'ai mis, ça fait référence à la liste des 1178 points de données, mais qui vont se réduire à par exemple 500 points, que l'on mettra sur la matrice pour la visualiser. Donc on fera peut-être des matrices intermédiaires pour arriver à la matrice finale. Et toutes ces matrices-là seront présentées aux organes OADS, aux organes d'administration et de direction de surveillance de l'entreprise, qui va valider la matrice finale. Avant, quand on parlait de simple matérialité, en fait, c'était juste le petit bout ici qui était pris en compte puisqu'on ne prenait pas les aspects financiers en compte. Donc voilà pour ce qui est de la construction de la matrice. Tout à l'heure, je commençais à vous dire que la gouvernance, c'était extrêmement important. Elle était très, très impliquée dans la démarche parce que, en fait, les 5 points qui doivent être décrits dans le rapport durable et qui concernent la gouvernance, pour lesquels on sent qu'elle est véritablement engagée, ce sont ces 5 points-là. Elle doit démontrer son expertise et sa compétence. Donc, on va envoyer toutes les directions en formation. Ensuite, on va expliquer la manière dont ils sont informés des questions de durabilité et la manière dont les questions sont traitées. Il faut vraiment le décrire dans le rapport durable. Ensuite, les rémunérations. Elles doivent être en partie au moins reposées sur des systèmes d'incitation. Et aujourd'hui, vous avez déjà des entreprises comme Accor, Total, etc., qui ont mis une partie de la rémunération des dirigeants sur les ratios, les indicateurs du bilan carbone, par exemple, et les évolutions des émissions de gaz à effet de serre vers le moins. Et les rémunérations sont basées en partie sur ces ratios-là. Le 4e point très important, c'est le devoir de vigilance. Et l'entreprise, pardon, la gouvernance doit être très, très engagée sur ce point-là et doit publier une cartographie des informations incluses qui vont concerner ces devoirs de vigilance, qui fera l'objet d'un webinaire en soi, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Et enfin, pour que cette gouvernance soit informée, elle doit avoir un système de suivi de gestion des risques, de contrôle interne concernant ces questions de durabilité, de la même façon qu'elle a un système de contrôle interne de gestion de l'entreprise. Donc voilà pour la gouvernance qui est très, très, très impliquée. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a mis en place cette matrice de matérialité, qu'on a décidé des points sur lesquels on allait travailler, c'est comme une feuille de route avec des priorités, hein, ni plus ni moins. Eh bien, on va réfléchir à son plan d'adaptation qui seront tous les points qui sont détaillés dans le rapport durable en disant, voilà, donc on les définit par la matrice de matérialité, on va travailler sur ces points-là et nos objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre, en matière de pollution des eaux, etc. Tout est détaillé dans les normes ESRS, en matière sur les questions sociales, la diversité, le handicap, etc. Eh bien, on travaille sur tel et tel point et on va obtenir tel et tel résultat à telle et telle échéance. Et on va donner toutes les informations en matière de politique, d'action, d'objectifs et d'indicateurs, et ce sont ces 4 termes qui sont retenus dans les normes. Et tout ça doit être bien évidemment validé par la gouvernance. Et évidemment, on va organiser la collecte de toutes ces données-là. Alors pour la première année, petit aparté rapide, on ne met pas des informations N-1, elles n'existent pas. Donc on ne part pas en disant en 2023, on en était à ce stade. Non, non, on met les informations 2024, donc publiées 2025, et on démarre de cet aspect-là, ou pour les plus petites entreprises, données 2025, publiées 2026, et on part de ça. Et après, on verra les progressions. Tout est dans les évolutions après, hein. Donc, l'idée, c'est que les entreprises améliorent leur score. Donc voilà pour un programme de travail vu d'un peu haut, avec un tableau de bord qui va nous permettre d'avancer. Voilà.
Donc, ce que je vous propose à la suite de est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu? Non, non? Non. Ah, merci. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve, le lundi 19 janvier pour un webinaire, un 1er webinaire. Alors mes webinaires seront mensuels, en théorie le lundi de 12h45 à 13h30. Je n'ai pas encore, établi un planning, des sujets, je vous enverrai. Donc ce sera je vais prendre des points particuliers et on travaillera dessus. On essaiera de faire des choses un peu interactives et moi je diffuse des formations que j'anime. Alors ça peut être du présentiel, ça peut être du distanciel, ça peut être, synchrone ou asynchrone et en e-learning. Donc pour l'instant, il y en a 3. C'est le rapport durable à RSE, comment démarrer. Donc en fait, ça utilise beaucoup la norme ISO 26000, mais compléter les exigences du rapport durable. Donc ça s'adresse plutôt aux TPE, PME, et même les micros puisque en fait, la norme, qui s'adresse donc qui est encore provisoire pour l'instant, qui s'adresse à elle, concerne toutes ces tailles d'entreprise, moins de 250. Le rapport durable pour la gouvernance, de façon donc ça le rapport durable pour les petites entreprises, ça dure 3 jours. Pour la gouvernance, ça dure 2 jours, c'est-à-dire comment, on organise l'entreprise, on revoit ses priorités et on répond aux 5 points que je viens de vous énoncer. Et puis une formation de 2 jours sur la double matérialité parce que c'est vraiment un gros, 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 gros morceau et quand on l'a fait et bien fait, eh bien, d'abord le commissaire aux comptes sera très content et puis, vous aurez une fabuleuse base de travail pour pouvoir faire le reste. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des petites questions? Ou des grandes questions Non, d'ailleurs? merci beaucoup, c'était très clair. Je vous en prie. Voilà, donc on se retrouve le 19 janvier? OK, très bien, parfait. Merci beaucoup, à très bientôt et passez À de très bonnes fêtes de bientôt, fin bonne d'année. fête de fin d'année. Merci, au revoir. Au revoir.